Louis. Est-ce que la vie s'arrête quand un proche meurt ? Pour la personne endeuillée, ça peut durer longtemps avant qu'un semblant de normalité revienne. Pour l'entreprise, par contre, le deuil a une durée bien précise. Ce sont quelques jours de congé que le salarié est autorisé à prendre. Et ensuite, une fois que ces jours sont passés, les funérailles sont terminées et reste le plus dur. L'absence qui colle à la peau, un bout de cœur qui s'en va, et il faut retourner travailler. Pourtant, pour les 3/4 des salariés endeuillés, travailler, disent-ils, les aide à surmonter la perte d'un proche. Alors travailler, ça peut faire du bien, d'accord, mais travailler pas dans n'importe quelle condition. Dans cet épisode, Hélène Lefrançois s'est demandé ce qu'il se passait sur notre lieu de travail quand quelqu'un traverse l'un des moments les plus difficiles de sa vie. Je m'appelle Marie Semelin, bienvenue dans Travail en cours. Le processus du deuil a été théorisé par la psychiatre suisse Elisabeth Kübler-Ross. Elle l'a découpé en 5 phases. Le déni, la colère, le marchandage, la dépression et l'acceptation. Sauf que ces étapes ne sont que des indications, car chaque deuil est différent. Chaque cheminement est unique. Et le deuil peut être long. Très long. Alors quand on traverse un deuil et qu'en même temps on travaille, est-ce que le monde de l'entreprise prend en compte notre douleur ? Ou est-ce que la mort, c'est encore tabou ? J'ai posé la question à Tanguy Châtel. Il est sociologue et spécialiste du deuil. La première réponse, oui, c'est tabou, parce que si on entend par tabou le fait que c'est des sujets qui existent mais dont on ne veut pas parler. Donc dans cette lecture-là, c'est tabou. Alors les conséquences, c'est que la personne qui vit un deuil avec tout ce que ça peut avoir comme effet physique, psychologique, social, affectif, en termes de valeurs, tous ces bouleversements, en termes de lieu de vie, en termes de finances, il y a plein de bouleversements, et bien la personne se retrouve à devoir gérer ça comme si c'était sa seule affaire. Donc elle va garder ça pour son moment privé. Or, ça a un impact sur la vie de l'entreprise, ça a un impact sur la vie des équipes. Donc le fait qu'on ne se soit pas donné les moyens de gérer ces situations, de les connaître, puis de les gérer, le collectif prenant le relais d'une certaine manière, ça illustre qu'il y a encore quelque chose qui est un impensé autour de ça. Pour autant, quand on a vu au mois de janvier dernier le débat sur le congé pour la perte d'un enfant prendre autant d'ampleur et qu'on s'est rendu compte que l'entreprise avait un rôle à jouer là-dedans, eh bien, ça a été une véritable révélation. Avec beaucoup d'hésitations, est-ce qu'il faut que l'entreprise soit mise à contribution ou pas ? Ça a été un débat, mais ça a été une vraie révélation que l'entreprise n'est pas tenue à l'écart de ce sujet, ne peut pas l'être. D'après la loi, les salariés ont le droit à un congé quand un membre de leur famille meurt. Pour les parents qui perdent un enfant, ça a longtemps été 5 jours. Alors début 2020, un député centriste a proposé d'allonger la durée de ce congé. Mais son texte a été rejeté à l'Assemblée nationale, et ça a beaucoup choqué. Emmanuel Macron a même demandé au gouvernement, je cite, de faire preuve d'humanité. Finalement, l'Assemblée nationale a fait marche arrière et a voté pour l'allongement de ce congé. Donc depuis le 1er juillet 2020, les salariés qui perdent un enfant de moins de 25 ans ont une autorisation d'absence de 7 jours au lieu de 5. Et ils peuvent aussi prendre un congé de deuil de 8 jours dans l'année qui suit la mort de leur enfant. Pour les salariés qui perdent un conjoint, un parent, un frère ou une sœur, l'autorisation d'absence est toujours de 3 jours. À titre de comparaison, un salarié qui se marie ou se paxe a le droit à 4 jours. Mais que ce soit 3, 5 ou 7 jours, ce congé légal semble dérisoire quand on doit faire face à l'absence. Je vais vous dire, les 5 jours, je ne savais même pas à quoi j'avais droit, je n'y ai même pas pensé, et en fait, on ne m'en a pas parlé du tout. Quand ça vous arrive, vous êtes pris dans un tourbillon, vous êtes choqué, vous n'êtes plus vous-même, et en fait, j'ai fait ce que je devais faire. On est prise dans tout un parcours administratif qui est extrêmement lourd. On ne peut pas faire son deuil. Et en fait, à aucun moment, mon employeur ne m'a dit attention, t'es au-delà des 5 jours, attention, là, va falloir poser des congés. Non, on m'a dit prends le temps.
Et j'ai trouvé que c'était super. Mais en fait, j'ai envie de dire que sur le moment, je n'ai même pas apprécié le geste parce que pour moi, j'étais au-delà de tout ça. C'était des considérations qui n'étaient absolument pas présentes dans ma tête. J'étais avec mon fils. Elle, c'est Agnès Gringeot. Elle est cadre chez Orange. Et le 31 août 2018, elle a perdu son fils, Jean-Baptiste. Il avait 21 ans. Jean-Baptiste avait un appartement à Paris, donc pas très, très loin de chez moi, et on se voyait assez fréquemment. Et puis un soir, il devait venir dîner à la maison. Il n'est jamais venu, donc après une nuit d'inquiétude, comme vous pouvez l'imaginer, je suis allée chez lui et là, je l'ai découvert décédé sur son lit, sans qu'il n'y ait de raison expliquée. L'autopsie n'a rien donné, donc en fait, il est parti, mais je ne saurais jamais de quoi. Et c'est une douleur, effectivement, de ne pas savoir, même si ça ne change pas. Le soir où j'ai découvert, j'ai appelé mon manager pour lui expliquer ce qui venait de m'arriver. Il a été, bien sûr, extrêmement choqué, extrêmement à l'écoute. Il habite en Normandie, c'était la veille d'un week-end, donc il était reparti et il était prêt à prendre sa voiture et à venir à mes côtés pour ne pas me laisser seule, puisque je suis seule sur Paris. J'ai pas d'autre famille. Donc j'ai trouvé que la démarche, je me suis sentie en fait prise en charge et bien entourée, en tout cas. Au bout de combien de temps vous êtes revenue au travail ? Alors, je suis revenue au travail 4 semaines après. Pourquoi 4 semaines ? En fait, Jean-Baptiste, il y a eu une autopsie, il y a eu ça a été assez long, donc je n'ai pu l'inhumer que très longtemps après la découverte. Donc, il y a toute cette période où, évidemment, il était hors de question que je puisse penser, même imaginer être de retour au travail. Et en fait, au bout de 4 semaines, l'inhumation faite, j'ai souhaité repartir au travail parce que j'avais peur. J'avais très, très peur de ce retour au travail et je me disais, plus tardivement je vais y retourner, plus ça sera compliqué, plus ça sera difficile. Donc j'ai décidé d'y retourner à l'occasion. Il y avait une petite manifestation, un petit salon, et je me suis dit, c'est une occasion un petit peu plus légère que d'arriver sur une journée peut-être plus classique. Juste avant de revenir au travail, Agnès Gringeot a demandé à son manager de faire passer un message à son équipe. Elle ne voulait pas qu'on lui pose des questions sur le décès de son fils. Alors la première journée, je suis arrivée et très très vite, je suis allée m'enfermer dans mon bureau. J'avais très peur de côtoyer quelqu'un et en fait, j'avais peur d'avoir des regards de pitié, j'avais peur qu'on me parle et je me suis dit, si on me parle, je vais m'écrouler, je ne suis pas capable. Donc, je me suis enfermée dans mon bureau et protégée et j'ai vu que mon manager, et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, il faut que je sorte. Et donc, j'ai sauté le pas, je suis allée à la rencontre des personnes qui sont en open space. La consigne avait été passée par mon manager et donc personne ne m'a parlé. Je n'ai eu on m'a serré la main, on m'a embrassée, on a fait part de beaucoup de bienveillance et j'ai été rassurée et j'ai pu aller à nouveau me réfugier dans mon bureau, mais plus rassurée et j'étais contente d'être venue et d'avoir fait cet exercice un peu que j'appréhendais beaucoup d'ailleurs. Agnès Gringeot vit seule et elle considère que reprendre le travail l'a aidée. En fait, c'est le cas des 3/4 des actifs endeuillés. C'est ce qu'on peut lire dans l'enquête sur les Français face au deuil réalisée en 2019 par le CREDOC, le Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie. Mais la démarche d'Agnès Gringeot est personnelle. Il y a ceux et celles qui, comme elle, ont besoin de reprendre une routine rapidement et d'autres qui ont besoin de plus de temps. Je m'appelle Thomas, j'ai 36 ans, je suis marié, j'ai 2 filles, Eva qui avait 6 ans et qui est décédée il y a 2 ans maintenant, et Elisa qui a 4 ans à présent. Thomas est juriste en entreprise. Il préfère ne pas donner son nom de famille parce que quand sa fille est décédée, ça ne s'est pas bien passé avec sa boîte. À partir du moment où malheureusement elle est décédée,
on m'a laissé un petit peu de temps quand même pour me recontacter, mais ça s'est fait au bout de 15 jours, même parfois de façon très maladroite par mon supérieur direct, qui m'a contacté en me proposant de déjeuner avec lui et d'aborder avec lui l'hypothèse de mon retour et quand est-ce que je voulais revenir. Ça faisait 15 jours que ma fille était décédée. J'étais absolument pas dans un état de penser, même simplement, à pouvoir retourner au travail. L'idée même de reprendre le travail me paraissait complètement surréaliste et inenvisageable. Donc tout de suite, je les ai contactés pour leur expliquer que j'avais besoin de temps. Et très vite, il y a eu une discussion où j'ai contacté les RH et on m'a expliqué qu'il fallait faire attention parce que si je me mettais en arrêt maladie, il y allait potentiellement avoir un contrôle de la médecine du travail, du médecin de la Sécu. Tout ça avec une idée sous-jacente que mon arrêt n'était pas justifié en soi et que potentiellement il allait être mis en question. Donc potentiellement, j'allais perdre des droits sur cet arrêt-là, avec vraiment un sens de culpabilisation assez important. Mais comme on n'en était pas possible et que pour moi, il n'était pas possible de vraiment retravailler parce que ça m'était inconcevable à ce moment-là, je n'en étais pas en capacité. On a eu un arrêt de travail qui s'est renouvelé. Et lorsque je suis revenu en janvier 2019, la situation était beaucoup plus compliquée en fait, que je ne le pensais. Et il y avait vraiment une brisure qui s'était passée, une cassure dans la relation avec mon employeur, avec ma direction. -2, -1 et les RH. Parce qu'au fond, en fait, et avec le recul, j'ai compris qu'en fait, ils n'avaient pas accepté le temps que j'ai pris pour revenir. Ils avaient considéré que c'était pas, c'était pour mon bien-être, il était nécessaire que je revienne travailler. Revenir dans les bureaux, faire acte de présence, ça ne veut pas dire qu'on peut reprendre le travail comme avant. 39% des salariés endeuillés disent qu'ils sont gênés ou qu'ils ont des problèmes de concentration, toujours selon l'enquête du Crédoc. Ces personnes-là, pour recommencer à travailler, elles ont besoin d'aménagement. Alors, effectivement, quand on revient 4 semaines après avoir perdu son enfant, on est ailleurs, on est en état de choc. Au bout de 4 semaines, l'état de choc n'est pas passé. On est dans un autre monde. Je n'avais qu'une idée, c'était lui. Je ne pensais qu'à lui. Ma concentration était nulle. Mon envie de travailler était absente. En fait, j'étais là, j'étais présente physiquement, mais totalement absente et incapable de produire quoi que ce soit. La démarche de l'employeur, de mon manager, du côté RH, même d'autres personnes au sein de l'entreprise, a été de me dire tu fais ce que tu peux. Tu es là, c'est bien, on est content que tu sois avec nous, que tu sois revenu, c'est mieux pour toi plutôt que d'être isolé, et prends ton temps et fais comme tu peux. Donc j'ai eu aucune pression pour me remettre sur un dossier ou un autre. On m'a même dit tous les dossiers que tu traitais avant, laisse-les, et si tu veux t'occuper, tiens, voilà quelque chose de nouveau. Fais-en ce que tu en veux et voilà, on verra ensuite. Donc, prends ton temps. Et ça a vraiment été le leitmotiv. Prends ton temps. Thomas, lui, a demandé un mi-temps thérapeutique. Et là encore, son entreprise a été réticente. Après un arrêt de quelques mois, et puis en raison du motif de cet arrêt, il n'était pas possible de reprendre directement à 100%. Parce qu'il fallait se réhabituer et se réacclimater. Donc au départ, j'ai demandé à avoir un mi-temps thérapeutique. Donc être à 50% les premiers mois. Et donc je suis revenu à peu près, 2 jours et demi par semaine, du lundi au mercredi midi. Et du mercredi midi au vendredi, j'étais absent en arrêt. Ça a été un autre élément qui a été compliqué pour ma hiérarchie et les RH à accepter parce que c'était quelque chose qui était très compliqué pour eux à organiser. Ils n'acceptaient pas vraiment que je sois là 2 jours et demi par semaine. Ils considéraient qu'il y avait des dossiers qui devaient être faits et que j'étais pas là pour les faire. Donc, c'était compliqué. C'était un facteur de tension assez fort. Avec ma hiérarchie, tout de suite au bout d'un mois de reprise,
lorsque je leur ai annoncé que je voulais renouveler mon mi-temps thérapeutique, j'ai senti que les choses se passaient pas très bien et qu'ils n'acceptaient pas vraiment la situation. À ce moment-là, pour moi, il faut comprendre qu'en fait, quand j'ai repris le travail au mois de janvier, le mi-temps thérapeutique était nécessaire parce que simplement d'être présent au travail était pour moi un effort. Il fallait y aller petit à petit. Au tout départ, le premier jour, j'étais pas certain de pouvoir arriver à aller jusqu'au travail. Donc ça a été une sorte de réacclimatation à tout ça. Donc c'était au départ retourner au travail, donc reprendre les transports pour aller au travail, se remettre, comme je travaillais en costume. Ça générait un stress très important pour moi. Il y avait à ce moment-là, c'était très compliqué, ça me créait des migraines. Enfin, j'étais pas dans un état propice à travailler. Donc petit à petit, il fallait que je revienne, mais je savais que j'avais besoin de revenir doucement et de façon évolutive. Et en fait, ma hiérarchie avait du mal à accepter ça, et eux, ils considéraient qu'en fait, il fallait que je revienne, que c'était nécessaire. Je pense, en quelque sorte, pour eux, ils considéraient que les choses étaient terminées. De par le décès de ma fille, maintenant, c'était terminé, et il fallait reprendre le travail. Point. Avec les expériences de Thomas d'un côté et d'Agnès Gringeot de l'autre, on le voit. Ce qui facilite ou complique le retour au travail, c'est l'empathie. Surtout des managers, mais aussi des RH. Au moment de mes difficultés avec ma direction sur mon mi-temps thérapeutique, en fait, les RH n'ont pas du tout été aidants. Ils ont été même plutôt facteurs de déstabilisation. J'ai été convoqué au bout de peut-être un mois et demi ou deux, au moment du renouvellement de mon mi-temps. J'ai été convoqué par ma chargée de carrière de l'époque, et qui avait uniquement un seul objectif, c'était de me mettre la pression, de me pousser à revenir à 100%, avec un dialogue et un discours qui était complètement hallucinant et surréaliste par rapport à ma situation, avec un niveau d'empathie qui était au niveau du néant, en fait. Le discours a été tel quel. Maintenant, c'est bien, il va falloir revenir au travail. C'est important de revenir au travail. Maintenant, c'est bon. Je pense que l'entreprise a été assez gentille et assez conciliante pendant plusieurs mois. Maintenant, il faut revenir travailler. C'est tel quel quasiment le discours que j'ai eu. Avec une pression en me disant que je créais une désorganisation pour mon service, avec un sous-jacent, comme moi je le savais parce que je suis dans le monde juridique, la notion de désorganisation, ça peut être aussi après un motif de licenciement. Donc il y avait une vraie pression qui était mise à ce moment-là. Et clairement, à ce moment-là, on était à peu près au mois de mars-avril 2019. Ça faisait même pas un an que ma fille était décédée. Tout de suite, en sortant de ce rendez-vous que je n'ai pas du tout anticipé, c'était vraiment un vrai choc pour moi. Je suis d'une nature assez combative. Donc, dans ces cas-là, lorsqu'on me pousse, je donne la réaction, je me laisse pas faire, et si je dois m'effondrer, je m'effondrerai après, une fois que c'est fini. Donc, j'ai réagi, je lui ai fait comprendre que c'était inadmissible la façon dont elle me parlait, je lui ai fait comprendre que son rapport de force, il fallait qu'elle le maintienne parce que moi, j'allais le tenir. Et je suis aussi allé voir ma hiérarchie pour leur faire comprendre que c'était complètement abject, la façon dont le comportement des RH. Et c'était très compliqué. Et moi, à ce moment-là, clairement, j'ai senti que j'ai failli tomber un peu dans une sorte de moment très bas, et que je pouvais glisser un peu, peut-être dans une dépression ou quoi que ce soit. Mais bon, j'ai pu réagir parce que j'avais la stabilité pour le faire et peut-être la ressource à ce moment-là de le faire. Donc clairement, non, les RH ne m'ont pas aidé. Et pourtant, de l'empathie, il y en a eu à l'époque où Eva était malade. À partir du moment où sa tumeur au cerveau a été diagnostiquée, à la fin de l'été 2017, Thomas avait pu s'arranger facilement avec son employeur pour prendre soin de sa fille. Et lorsque l'état de santé d'Eva s'est détérioré, il était important pour moi de ne plus aller au travail, mais de rester le maximum de temps possible avec elle. Donc à ce moment-là, j'ai recontacté mon employeur, ma direction et les RH pour leur expliquer la situation, pour leur dire que j'avais besoin d'avoir du temps et leur expliquer qu'il y avait un mécanisme de don de congé qu'ils ne connaissaient pas.
Je leur ai expliqué qu'en fait, c'était possible. Donc, ils se sont évidemment penchés tout de suite sur le sujet. Et en quelques jours, ils ont mis en place ce don de congé. Et en 2 jours, même pas en une journée, le quota, ils ont appelé l'ensemble des salariés du site à donner des congés s'ils voulaient, de façon anonyme. Et en une journée, le quota a été rempli. Donc, j'ai pu avoir à ce moment-là du temps tout de suite pour être avec Eva dans ces derniers instants, en fait. Dans la période de la maladie, les gens étaient là et ils nous poussaient, ils nous aidaient parce qu'on était dans le combat. Et à partir du moment où elle est décédée, il y avait une sorte de basculement qui s'est passé et les choses se sont... Voilà, pour certaines personnes, je pense que c'était bon, elle est décédée, maintenant on passe à autre chose, quoi. Donc c'est compliqué. Ça ne me surprend pas du tout. C'est même un sujet majeur. C'est-à-dire, on est aujourd'hui en train de parler des aidants, qui est devenu un sujet de société, avec des congés pour les aidants. On se rend compte que sur les 11 millions d'aidants, il y en a bien la moitié qui sont en activité professionnelle, que ça a un impact économique. Et donc, ça fait 20 ans que petit à petit, la question des aidants prend de l'importance. Et donc, les entreprises se sont habituées à l'idée que parmi leurs salariés, il y a des aidants, il faut les soutenir. Sauf qu'elles n'ont toujours pas intégré, et ça fait déjà 10 ans que je travaille sur ce sujet-là, sur le fait qu'un aidant salarié devient un salarié endeuillé à un moment ou à un autre. Et que l'accompagnement de l'entreprise ne doit pas s'arrêter avec le deuil. Au contraire, il doit se renforcer pour permettre à ce salarié de continuer à exercer son activité dans les bonnes conditions. C'est l'envers de la même pièce. Vous avez avant la mort et vous avez après la mort, et vous ne pouvez pas dissocier les deux. Et quand j'ai été faire des enquêtes à l'époque où j'étais à l'Observatoire national de la fin de vie dans des entreprises, je me souviens très bien des entreprises pionnières sur la question des aidants qui me regardaient quand je leur disais « Qu'est-ce que vous faites pour les aidants endeuillés ?» et me regardaient avec perplexité. Et ils n'avaient jamais pensé à ça. Pour eux, dès lors que la mort est survenue, le problème est réglé, puisque c'est ça qui était le problème de l'aidant. Et donc, la situation redevient instantanément normale. Et ils ne comprennent pas que la situation perdure. Pour Tanguy Châtel, globalement en entreprise, le deuil manque cruellement de reconnaissance. On a très peu d'enquêtes sur le sujet, donc les chiffres sont à prendre avec beaucoup de précautions, mais on aurait de l'ordre de 30 à 40% des personnes qui sont en deuil et en activité professionnelle qui prendraient un congé maladie. Ce qui accrédite l'idée que le deuil serait comme une maladie. Donc déjà, statistiquement, ça fausse tout parce qu'on n'est pas en capacité de voir que le congé est lié à un deuil, puisque ce n'est pas déclaré. Et en plus, philosophiquement, ça induit l'idée que le deuil est une situation anormale. Or, tout ce qu'on a comme chiffre nous montre exactement l'inverse, à savoir que 85 à 88%, puisqu'on a 2 enquêtes, des Français disent avoir perdu un proche et ça les a marqués profondément, et 4 Français sur 10 disent se sentir aujourd'hui en deuil. Donc imaginez, vous descendez dans la rue, vous dites sur les 10 personnes que je croise, il y en a 4 sur 10 qui accepteraient de reconnaître, de déclarer qu'ils sont en deuil. Ça ne veut pas dire que ça les empêche de vivre, ça veut dire que ça quand même a un impact sur leur vie au quotidien. Donc l'entreprise, qui est le lieu de vie et le lieu de socialisation qui arrive en tête de liste aujourd'hui, ne peut pas être à l'écart de cette problématique-là. Et donc il y a finalement très peu de choses qui sont faites, alors même que la situation concerne beaucoup de monde. Et face à des deuils qui sont fréquents, il estime qu'à l'heure actuelle, l'accompagnement relève du bricolage, de l'arbitraire. Il y a les jours de congé, après il y a les conventions collectives qui peuvent en accorder davantage. Il y a des choses qui sont plus pour faire croire qu'on est une entreprise sensible, alors on va organiser un petit temps. Mais en fait, très vite, on va être gêné par ça, parce que la dynamique de l'entreprise, c'est la vitalité, c'est la performance, c'est la productivité. C'est pas la mort, c'est pas le deuil, c'est pas sa dynamique. Donc, elle ne sait pas comment faire ça. Au contraire, pour l'entreprise, le décès, c'est la fin, c'est l'arrêt, alors que son ADN, c'est d'être tendu dans l'action. Donc finalement, il y a très peu de choses qui se font. Il y a des choses qui se font au niveau informel entre collègues, des repas, des temps de parole dans les bureaux, mais au niveau institutionnel, il n'existe des choses que lorsque un des grands dirigeants de l'entreprise, un des top managers ou le patron, a lui-même été confronté à des situations semblables, a pu faire l'expérience que dans l'entreprise, il était obligé de donner le change, qu'il n'arrivait pas à être reconnu dans la difficulté qu'il traversait. Et du coup, à partir de ça, décide d'entreprendre
de changer la culture de l'entreprise. Mais c'est rarissime. La plupart du temps, cette question-là n'a pas le droit de citer. Et quand on croit que quelqu'un est en difficulté, on a tendance à externaliser la prestation, quitte à payer un psychologue ou lui recommander d'en prendre un à ses frais. Le résultat, c'est que beaucoup de managers et de personnes qui bossent dans les ressources humaines ne vont pas vraiment savoir quoi faire, quoi dire. Comme ils sont démunis, ça les dissuade d'aller accompagner ces situations parce qu'ils ont toujours peur de faire mal, de faire plus de dégâts. Donc je pense que c'est en bonne intention qu'ils disent on ne va pas trop s'intéresser à cette personne endeuillée parce qu'on ne sait pas s'y prendre et on sait qu'elle est par hypothèse fragile. Donc les former, ça serait une très bonne chose. La deuxième chose qu'il faut quand même bien intégrer, c'est que face à une personne en deuil, c'est normal de se sentir impuissant parce qu'on est face à une configuration qui est quand même très particulière et on n'a pas une boîte à outils. Donc ça permet d'enrichir l'idée du management vers quelque chose de beaucoup plus humain et de beaucoup moins fonctionnel. On n'accompagne pas une personne en deuil comme on accompagne un plan de carrière avec derrière des plans de formation. Ça suppose de la prise de relation à un niveau plus humain et ça suppose d'être à l'aise. C'est une chose forte, d'être à l'aise avec le fait même d'être mal à l'aise. Ce qui n'est pas donné à tous les managers. On est face à des situations qui sont déroutantes, aux limites entre la vie privée et la vie professionnelle, aux limites entre l'intime et ce qui peut être partagé. Et donc, c'est normal que ça soit complexe, mais pour autant, c'est essentiel d'oser aller accompagner les gens. On peut leur donner quelques bagages pour les soutenir, mais on ne leur donnera jamais une boîte à outils. La prise en compte du deuil, c'est toujours compliqué. Parce que forcément, il faut faire du cas par cas. Et il y a une forme de hiérarchisation du deuil. On a souvent plus de compassion envers les parents endeuillés, les veufs et les veuves. Mais Tanguy Châtel prévient qu'il n'y a pas de petit deuil. En fait, ça serait confortable d'imaginer qu'il y a une hiérarchie, parce que ça permettrait de codifier derrière en disant pour un enfant, c'est tant de jours, pour un parent, c'est tant de jours, pour un cousin lointain, c'est encore moins de jours. Et voilà, l'être humain est confortable quand il arrive à mettre des situations de vie dans des cases. Ce que les enquêtes sur le deuil qu'on a pu mener, notamment avec le Crédoc, montrent, c'est que ce qui fait souffrir dans le cas du deuil, c'est le degré d'attachement par rapport à la personne décédée. Et donc, il y a des gens qui peuvent souffrir beaucoup plus d'avoir perdu leur voisin que d'avoir perdu leur frère parce qu'ils avaient créé des liens affectifs beaucoup plus forts avec le voisin qu'avec leur frère. Et donc, il faut oser rentrer dans la subjectivité des situations de vie. Et ça, les politiques publiques ne sont pas à l'aise avec la subjectivité. C'est-à-dire, on aime bien avoir des situations objectivées pour pouvoir derrière mettre en place des mesures. Et ça ne marche pas pour le deuil. L'idée de comparer, parce qu'on est tous dans des logiques de benchmark, alors pourquoi est-ce qu'il y aurait un deuil qui prendrait 2 mois alors qu'il y en a un autre qui a pris qu'1 mois, et pourquoi il y en a un autre qui prendrait 2 mois alors qu'il y en a un autre qui a pris 2 ans. Mais c'est absurde en fait. Il nous faut donc basculer vers une gestion singulière, individualisée, et non pas objectivée de la question du deuil. Ça passe par la parole. Quand je dis ça passe par la parole, ça passe en fait par l'écoute plus que par la parole. Tant qu'on n'a pas pris le temps d'écouter ce que vivent les personnes endeuillées, on n'a aucune chance de mettre en place la bonne solution pour les aider à reprendre pied. Parce que son deuil a été mal pris en compte, Thomas, lui, s'est retrouvé dans des rapports de force constants avec sa hiérarchie. Et progressivement, il a même été mis à l'écart. J'ai travaillé jusqu'à la fin d'année 2019 à 100%, sans aucun problème. Je faisais les dossiers. Simplement, en parallèle, mon N+2, le directeur du département, avait initié aussi une réorganisation complète de mon service, où en fait, il avait pour ambition de changer mon N+1 et de mettre quelqu'un d'autre à la place. Pendant un temps, il m'a proposé des choses. Il m'a proposé sur des postes un peu différents, mais clairement, je sentais que c'était pas... j'étais pas du tout dans le futur organigramme et que ce qu'on me proposait n'était pas du tout intéressant, que c'était plutôt une voie de garage. Et fin d'année 2019, en fait, j'ai appris que mon nouveau N+1 serait quelqu'un de plus jeune que moi, d'une trentaine d'années, avec moins d'expérience. Donc clairement, le signal, c'était que il fallait que je fasse quelque chose d'autre et que l'aventure se terminait. Du coup, Thomas a cherché du boulot ailleurs et il a fini par négocier une rupture conventionnelle. Pour Tanguy Châtel, les boîtes comme la sienne qui n'acceptent pas la baisse de performance sont perdantes sur le long terme. Dès qu'on s'imagine que être en deuil, c'est être en perte de productivité,
et c'est une représentation qui est très répandue, effectivement, le manager va être tendu entre, d'un côté, son patron, qui lui-même est tendu d'un côté par ses actionnaires. C'est toute la chaîne de productivité, toute la chaîne de performance qui vient buter sur le fait qu'à un moment donné, il y a une personne en deuil. Voilà. Et donc, le manager aujourd'hui, c'est vraiment le maillon faible de l'entreprise. C'est celui à qui on demande d'avoir un management de proximité, mais un management dynamique qui va renforcer la performance, alors même qu'il faut accepter que certaines personnes ne sont provisoirement pas en capacité d'être performantes. Et c'est un peu ce qui se passe avec les personnes en deuil. Il y en a qui ont besoin d'aller travailler parce que ça va les régénérer, d'autres qui ne doivent pas aller travailler parce que ça va les stresser. Et donc, on est obligé de rentrer dans une gestion au cas par cas et d'accepter que les objectifs de performance peuvent être mis temporairement un peu en retrait. Alors, il y a les entreprises sont de plus en plus en situation de demande sociale. Il y a une demande sociale qui s'exerce sur elles, qui disent que c'est des citoyens, qu'elles doivent avoir une responsabilité sociale, solidaire, et que donc les situations de vulnérabilité, ça rentre dans leur périmètre. Mais il faut aussi penser que une personne endeuillée qui aura été correctement accompagnée par l'entreprise peut développer une loyauté accrue par la suite, peut acquérir pendant toute la période de sa fragilité des soft skills, des talents, des compétences qu'elle va pouvoir apporter en termes ne serait-ce que de lien social, de qualité d'écoute, de sensibilité aux situations qui pourraient déraper en interne. Elle va pouvoir apporter tout ça à l'entreprise. Donc, il nous faut penser la performance, non pas en termes de productivité ou de performance financière, mais en termes de performance sociale, et notamment la qualité du lien social. Tout ça, ça va être des valeurs qui devront à terme figurer dans l'actif de l'entreprise. L'entreprise sera jugée aussi, et elle l'est déjà sur ça. Donc, accepter d'accompagner des personnes en deuil et de leur laisser le temps de traverser cette épreuve est une manière de penser l'entreprise dans une vision à long terme. Et c'est là où le bas blesse aujourd'hui, c'est que les managers comme les entreprises sont pressés par le court terme. Comme l'entreprise et le manager d'Agnès Gringeot ont été très flexibles avec elle après la mort de son fils, ça a créé des liens très forts. Tellement forts que quand son manager a changé de poste, elle a aussi décidé de changer de service pour pouvoir le suivre. Pourquoi j'ai voulu le suivre ? Bien parce que, bien que je reprenne goût et que je recommence à travailler, il y a une grande fragilité. Tout est encore très, très récent, malgré tout. Et je ne me sentais pas capable de continuer sur mon poste, pourtant, poste que je connais bien, avec un autre manager. Pas capable parce que j'ai besoin en fait d'être rassurée, j'ai besoin de cette confiance, j'ai besoin de cet échange, j'ai besoin. Il a été là au départ, dès le départ quand je l'ai appelé tout de suite, et ça me rassure en fait. Et ça a été très difficile à communiquer de cette façon, et j'ai choisi de dire la vérité parce que je pense que c'est le mieux à faire. Et donc je suis allée voir l'autre manager en lui disant écoute, je ne souhaite pas poursuivre avec toi sur mon activité. Ce n'est pas contre toi, c'est pour moi en fait. C'est comme ça que je l'ai exprimé, c'est pour moi parce que j'ai besoin de rester avec mon manager actuel qui est un point d'appui important. Mais au-delà de l'empathie de tel ou tel manager, est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui font que le deuil est plus ou moins bien pris en compte et accompagné ? La taille de l'entreprise, par exemple. Est-ce que ça change quelque chose si on est dans une petite ou une grosse boîte ? Dans les deux cas, il y a du positif. C'est-à-dire quand vous êtes dans une grosse entreprise, elle a les moyens d'organiser. Elle a les moyens de suppléer à la défaillance provisoire d'un de ses collaborateurs. Mais on est là sur des chaînes qui sont beaucoup plus automatisées et donc ça sera plus difficile de savoir ce que vit réellement la personne. On va pouvoir mettre en place des procédures, mais ce n'est pas pour autant qu'on aura un accompagnement de la personne en deuil. Dans les PME, c'est l'inverse. Vous n'avez pas la possibilité, vous n'avez pas les marges de manœuvre pour faire face à l'absence d'un collaborateur, mais en revanche, en termes d'accompagnement, on sait bien que ce qui va être déterminant, c'est la cohésion de l'équipe. Et donc, le facteur humain va être souvent beaucoup plus explicite
dans les PME. Donc l'idée, ce serait quand même d'imaginer traiter d'un point de vue politique la question du deuil en mêlant à parité les PME et les grands groupes. Faire en sorte que les procédures qui peuvent être construites dans les grands groupes aient une chance de diffuser vers les PME et faire en sorte que les approches humanistes d'accompagnement qui naissent dans les PME aient une chance de nourrir derrière les grands groupes. Mais ça suppose un portage politique parce qu'on ne peut pas juste laisser chaque entreprise décider pour elle-même comment elle va faire. Enfin, on le fait, mais si on veut que cette question prenne de l'ampleur, il faudra à un moment donné que le ministère de la Santé et des Affaires sociales se pose comme arbitre, voire comme pilote de cette réflexion. Après le tollé à l'Assemblée nationale, une asso, Empreinte, a publié un livre blanc pour développer et encadrer l'accompagnement au deuil. Ce qu'elle propose, entre autres, c'est de former un référent deuil au sein des entreprises. Alors ce n'est qu'un début, mais ça permettrait au moins aux salariés endeuillés de pouvoir se tourner vers quelqu'un de formé, et aux managers d'être un peu moins démunis. Vous venez d'écouter Travail en cours. Si vous voulez nous raconter une histoire à propos de votre travail, vous pouvez nous écrire à hello@louismedia.com. Hélène Lefrançois a réalisé cet épisode sur le deuil au travail. Louise Emerlé est chargée de production, Cyril Marchand était au montage et à la réalisation. La musique est de Jean Thévenin et le mix a été fait par Olivier Baudin. Marion Gérard est responsable de production et Maureen Wilson responsable éditoriale. Mélissa Bounois est à la direction des productions et Charlotte Pudlowski à la direction éditoriale. Vous pouvez nous retrouver là où vous avez l'habitude d'écouter vos podcasts. Deezer, iTunes, Spotify, SoundCloud. Vous pouvez aussi nous laisser des commentaires et des étoiles. Et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Si vous aimez ce podcast, découvrez les autres podcasts de Louis. Émotion, Une autre histoire, Le Book Club, Entre, Injustice. À bientôt.